Alors, les laitues. Donc les laitues n'aiment pas une température élevée pour lever. Même par après, ils n'aiment pas trop qu'il fait trop chaud. Au-dessus de 25 degrés, ils ne lèveront plus et ils ne pousseront plus non plus s'ils sont là. Voilà. Et ils montent très vite alors en graines. Ceux qui résistent un petit peu mieux à la chaleur, ce sont les romaines et les laitues grasses et les laitues à couper. Donc ils résisteront un peu plus à la chaleur. Évitez en été bien sûr de les planter en plein soleil. Trouvez un endroit ombragé par un arbre, par des haricots à rames, par n'importe quoi, du maïs, n'importe quoi, mais trouvez un bâtiment, n'importe. Trouvez un endroit un peu plus à l'ombre, ça sera que bénéfique. Bon, ils ont besoin de l'humidité quand même pour lever. Donc là, hors sol, c'est encore une fois l'idéal. Hein. On s'est trouvé, même au pire que c'est dans une cave, hein, ou une pièce dans la maison où ce qui ne fait pas chaud, on peut les faire lever. Bien sûr, une fois qu'ils ont commencé à pousser, qu'ils ont germé, il faut tout de suite les mettre à la lumière. Hein. Et là, ben, on n'a pas toujours le choix. Hein. S'il fait 30 degrés dehors, ben, ils auront du 30 degrés. Hein. Si ce n'est pas 38. Voilà. Donc... À mettre à la lumière, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre en plein soleil. Non. Surtout pas le soleil de l'après-midi, un peu au matin peut-être et un peu au soir. Mais mieux le matin encore que le soir. Là, le soleil est un peu moins chaud quand même. Alors, il y a les laitues d'hiver, ça c'est fin juillet, jusqu'à la mi-septembre. Donc ça c'est les laitues qu'on aura tôt au printemps, qu'on va soit laisser dehors, mais ça va très bien en serre, hein, et c'est plus protégé quand même en serre pour les oiseaux et compagnie. Mais ça peut marcher dehors aussi. Mettez alors un filet anti-insectes ou autre, un grillage ou quelque chose, surtout pour les ramiers, parce que eux, un ramier, c'est pas nécessairement un granivore, hein. C'est un oiseau, mais ils aiment surtout beaucoup de verdure. Ils vont aussi aller manger tout le blé, tout ça dans les champs. Mais quand on regarde, c'est souvent pas les ramiers, ce sont les pigeons domestiques. Ils sont en groupe comme ça. Il y en a de moins en moins, hein, parce que dans le temps, dans chaque rue, il y avait des pigeonneux. Maintenant, les pigeonneux deviennent rares. Donc on en a moins, du coup, hein, mais bon. C'est surtout les ramiers, et comme ils sont protégés maintenant, qui commencent à être un fléau pour les petits jardiniers, ben, les petits jardins, et même les champs. Hein. Surtout là où c'est bio. C'est quand même bizarre. Nous autres, on a un fermier qui travaille bio. Ben, ces blés sont attaqués 10 fois plus que les autres champs. C'est bon, je sais pas, c'est qu'ils sentent, ils goûtent, je ne sais pas, les produits quand même qu'on pourrait pulvériser dessus. Ils ne mettent pas un répulsif sur le grain comme ça? Comment? Ils ne mettent pas un répulsif sur le grain comme ça? Je ne sais pas, mais bon, le grain quand il sème, d'accord, mais c'est pour qu'ils ne les mangent pas avant qu'ils sont levés. Mais c'est maintenant que les grains ils deviennent mûrs qu'ils s'attaquent aux grains mûrs. Hein. Bon, parfois, ben, dans ces champs bio, là, c'est parfois des nuées de pigeons. Hein. Donc, du coup, ben, les canons se sont remis en route. Le fermier avait une fois invité un chasseur pour les tuer. Un quart d'heure après, la police était là. Hein. C'était fini. Il y a du pour et du contre. Je ne vais pas aller défendre l'un ou l'autre, mais c'est quand même embêtant. Hein. Quand ça devient de trop. À nombre raisonnable,
c'est comme tous ces corneilles, ces choucas, toutes ces des choses comme ça deviennent aussi une plaie, surtout pour les jardiniers, les fermiers. Dans les jardins, quand on est souvent dans son jardin, qu'on les effraie un petit peu, ils viennent moins. Mais dans les champs, ça devient aussi quand même dramatique. Hein. Par moment, le soir, ils viennent tous en même temps. Hein. Au-dessus de chez moi, il y en a des centaines qui passent, des centaines. Ils vont aller se réfugier dans les arbres. Ils vont en France, mais ils viennent manger en Belgique. Bon. Est-ce que c'est meilleur en Belgique? Je ne sais pas. C'est pas des frites quand même qui viennent manger en Belgique. Voilà, donc c'est bien, tout ça, ces protections doivent y être, mais il faut quand même mesurer l'importance, comme je trouve, ça c'est mon avis. Dans nos jardins, les pigeons, ils raffolent surtout des choux et alors de tout ce qui est chicorée. Donc, méfiez-vous. Pas de sucre et tout ça. Chicorée Les aussi. chicots, hein. Les pois. Ouais, tout ce qui est amer, ils aiment bien. Et les choux. Ouais. On va bientôt devoir tout mettre en cage. Hein. Mais il faut voir aussi les prédateurs naturels qui existent plus. Il y en a moins. Les chats dans les villes, c'est pas ce qui manque. Oui. Mais bon, un chat pour attraper un gros pigeon, il y en a qui le font, hein, mais ils ne sont plus éduqués à la chasse non plus. Parce qu'il faut que les chats soient éduqués à chasser par leurs parents. Et si les parents ne savent plus chasser, ben les petits ne seront pas chassés et ça se transmet Là, plus. c'est plus les éperviers et tout ça. Hein, les rapaces. Hein, Ouais. Mais bon, ils se reproduisent tellement vite que les rapaces ont trop de choix, quoi, hein. Ils n'y arrivent plus non plus à limiter. Alors, les carottes longues et demi-longues pour l'hiver. Il y aura un petit peu moins l'attaque de la mouche aussi à partir de cette période-ci. Mettre peut-être entre les poireaux ou les rangs d'oignons. Bon, les échalotes et les oignons ils vont bientôt disparaître, donc ceux du printemps ne vont plus trop faire d'effet. Mais les poireaux, oui. Donc prévoir les poireaux à une distance suffisante pour pouvoir semer les carottes entre deux. Mais moi, je conseille quand même de mettre un filet anti-insecte qui va protéger en même temps le poireau et la carotte. Ce n'est pas la même bestiole qui va les attaquer. Elle va être empêchée quand même par le filet anti-insecte. C'est toujours mieux que tous ces produits, même bio à la limite, s'il ne faut pas. C'est cher aussi. C'est mieux. C'est cher aussi, le filet anti-insecte est cher aussi, mais si on fait attention, on en a pour pas mal d'années. Bien fermé, c'est ça surtout, parce que dès qu'il y a une ouverture, il trouve le trou. Hein. Voilà, donc ça c'est à mon avis l'idéal. C'est un peu plus compliqué à les nettoyer entre deux et tout ça. Il faut commencer à enlever ce filet. On n'a pas toujours trop envie de chipoter, alors parfois on a des herbes sauvages qui viennent un peu plus importantes, quoi. Bon. Chaque chose a son, comme je dis toujours, chaque chose a son avantage et son inconvénient. Ouais, on peut aussi éventuellement semer les carottes hors sol, mais il faut surtout pas, c'est pas comme la betterave et le céleri rave que je disais tout à l'heure. Si là on casse le pivot, on aura des carottes à taille réduite, un peu plus gros peut-être, mais à taille réduite, hein, donc plutôt en boule. Donc préférez alors des choses un peu plus haut et repiquer surtout avec toute la terre si possible. Et alors on sait les mettre bien à distance. Hein, dans chaque, soit si c'est les alvéoles, il y en a des un peu plus hauts, là les carrés, ceux qui sont en carré. Donc les alvéoles plus hauts peuvent éventuellement aller. Faire attention là-bas dans les alvéoles, il y a maintenant, c'était une erreur du marchand, il y a deux tailles de sous-coupe. Donc il y en a des un peu plus grandes et un peu plus petits. Donc il faut voir quand vous achetez éventuellement
si ça correspond avec la taille du haut et du bas. Voilà. Donc, pourtant, ça vient de la même firme, on a commandé la même chose et ils nous ont envoyé autre chose. Bon, on a réclamé, on a eu un dédommagement, mais bon, c'est quand même embêtant. Alors, oui, donc les carottes, soit on fait des lignes, soit on fait des bandes. Les deux sont faisables. Les lignes sont un peu plus faciles à enlever les mauvaises herbes qui poussent souvent plus vite que les carottes. Quand c'est en bande, on va mettre du temps quand même aussi à un peu nettoyer entre deux, je veux dire. Parce que mécaniquement, ça devient difficile, c'est plutôt à la main qu'on va devoir y aller. Et on va essayer quand même de laisser une dizaine de centimètres entre chaque carotte pour avoir une belle carotte. Bon, si c'est pas nécessaire que ce soit une belle carotte bien longue, bien grosse, on peut en laisser 2-3 ensemble aussi, hein, ça va marcher. Mais ils vont peut-être un petit peu se tourner l'une autour de l'autre, etc. Ça sera un peu plus délicat à la cuisine. Donc prévoyez de planter les poireaux et les carottes aussi pour pouvoir tout couvrir d'un coup. Hein, si on doit couvrir une rangée de carottes et une rangée de poireaux à 5 mètres plus loin, il faudra 2 filets. Donc là, si on groupit un petit peu, ça ira plus facile. La mâche, donc juillet, août, septembre, une bonne période pour la mâche et essayer de semer les 3 mois pour en avoir pendant quasi tout l'hiver. Donc celle de juillet, on l'aura peut-être déjà, on l'aura en automne. Celle de août, peut-être que l'hiver, s'il ne fait pas trop froid, on l'aura, sinon un peu plus tard. Et en septembre aussi pour en avoir un peu plus le printemps. C'est un légume très riche en protéines, donc très intéressant pour la santé. Les grosses graines, et quand ils sont récoltés avant qu'ils ont gelé, ont meilleur goût. Ils perdent un peu leur goût au gelé. Je dis ça chaque année, mais bon, c'est toujours bien de se rappeler un petit peu. Et c'est la petite graine, ont un meilleur goût après les gelés. Donc là aussi, si c'est dans une serre, ça marche très bien aussi. Hein. Si c'est dans une serre, on peut mettre les grosses graines. Une serre, il fait quand même un peu moins froid que dehors. Si c'est pour dehors et que c'est donc les fines graines, on va plutôt les semer ceux-là au mois d'août-septembre et semer peut-être celles de Hollande qu'on dit entre autres à grosses graines en juillet, mais on peut semer ces grosses graines juillet, août, septembre. Hein. Voilà. Alors, la mâche repiquée donne toujours meilleur résultat. Donc repiquer à 10-12 cm les uns des autres, donc on peut très bien les semer en barquette, en alvéole, etc. Et là, on sait les mettre à distance voulue. Donc à 10-12 cm les uns des autres, et ils deviennent beaucoup plus importants. Et elles vont être moins vite attaquées par l'oïdium, donc le blanc. Bon, ça dépend de la météo. Pas profond bien sûr, et tenir humide tant que c'est pas levé. Et c'est ça qu'en alvéole c'est faisable. En pleine terre c'est beaucoup plus compliqué. Dans le temps on disait mettre un sac de jute et arroser tous les jours, tous les soirs, le sac de jute. Alors quand on ne faisait pas attention, quand on tirait le sac, quand ils avaient germé et qu'ils étaient coincés dans le sac, ben on avait toute la récolte tout de suite, mais il n'y avait rien à manger. Hein. Donc à la mi-ombre en été, il ne faut pas mettre ça en plein soleil. Celle qu'on va semer au mois de septembre, là, on va choisir un endroit bien ensoleillé si le soleil est encore là, si on n'a pas tout puisé avant. Mais bon, et pour le printemps aussi, la pleine lumière, c'est le plus intéressant. Hein. La mâche, on peut semer presque toute l'année, mais quand il fait trop chaud, elle monte très vite en graines. Elle est toujours mangeable. Hein. Mais c'est moins appétissant à la vue, mais ça a plus de goût. Donc encore une fois, à chacun de voir ce qu'il préfère ou de faire des essais.
et de ne pas jeter nécessairement ou gratter quand elle commence à monter en disant ouais, ça c'est fini, c'est trop tard. Non, c'est toujours bon. Alors, voilà. Je ne sais pas si je vais arriver au bout. Je ne sais pas quelle est la pierre. Avant d'aller plus loin, un petit truc que j'ai trouvé sur internet. Sur les feuilles de laurier sauce. Et c'est des trucs que les anciens ils savaient et que nous on a peut-être oublié s'il n'y a pas des anciens qui nous l'ont dit. Les feuilles de laurier sauce, on les utilise et quand on demande aux gens pourquoi vous mettez ça dans votre bouillon, pourquoi vous mettez ça dans vos potées et tout ça, ils disent pour le goût. Non, c'est pas vrai du tout parce que ça donne pas de goût. Malgré que ça sent très fort, c'est pas du tout pour le goût. Mais ce qu'ils font, le laurier contient des éléments qui vont transformer les mauvaises graisses en meilleure graisse. Donc c'est ça qui est fort intéressant. Alors bon, je ne connais pas encore tout ça par cœur, donc je vais un petit peu regarder ce qu'ils nous disent. Donc c'est pas du tout pour le goût. Vous pouvez essayer de faire bouillir une feuille de laurier dans un verre d'eau et vous goûtez. Vous ne sentirez pas le goût, ni le parfum. Donc ça n'a pas d'influence au niveau du goût. Il agit plutôt en silence. Il transforme les triglycérides, ces graisses invisibles, en graisses plus légères et plus saines. C'est pour ça que les anciens mettaient ça dans leur potée. Une simple expérience suffit. Bon. Coupez un poulet en deux, faites cuire chaque moitié séparée en ajoutant une feuille de laurier dans l'une et pas dans l'autre, et laissez et faites cuire. Comparez ensuite la qualité de la graisse, la quantité de la graisse présente dans chaque bouillon, vous serez surpris. Bon, maintenant, chacun fait son expérience. Quand vous avez des feuilles de laurier, parfois nul besoin d'aller à la pharmacie. Des études récentes ont mis en lumière les innombrables vertus de cette feuille modeste et discrète. Bienfait des feuilles de laurier. Soulage les troubles digestifs, les ballonnements, l'acidité et le reflux. Quand même intéressant. Régule naturellement le transit intestinal. Une simple infusion chaude suffit. Donc tu n'auras pas le goût, mais tu auras quand même ce qui contient. Réduit le taux de sucre dans le sang. C'est aussi pas innocent. Favorise la production naturelle d'insuline en cas de consommation régulière sur un mois. Donc là, il faut faire des infusions régulières. Purifie le corps du mauvais cholestérol. Qui est-ce qui n'a pas de mauvais cholestérol? Et soulage les triglycérides. Particulièrement efficace contre le rhume, la grippe et les toux persistants. Grâce à sa richesse en vitamine C, on peut en inhaler les vapeurs pour apaiser les bronches. Et ici, on a un laurier de Californie dans le jardin. C'est un arbre énorme et quand vous froissez les feuilles et vous reniflez, bon, sur le coup, ça a une odeur. Mais une minute après, vous allez voir, ouais, ça dégage, mais vraiment terrible. Alors, protège le cœur contre les AVC. Grâce à ces composés bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Riche en acide caféique, je ne sais pas ce que c'est, quercétine et d'autres antioxydants naturels. Il contribue à prévenir la formation de cellules cancéreuses, favorise un sommeil apaisé, réduit l'anxiété,
bu en infusion avant le coucher, il détend corps et esprit. Donc ça relaxe un peu aussi. Boire 2 tasses par jour d'infusion de laurier aiderait à dissoudre les calculs rénaux et soigner certaines infections. Voilà. Donc maintenant, si 1/10 de ça c'est vrai, c'est déjà pas. Voilà. Oh, Gilbert nous dirait, dans les potées, donc on peut mettre une tranche de lard en plus, parce qu'on met des feuilles de laurier. Pour être sûr d'avoir suffisamment de gras. Voilà, donc ça c'était une parenthèse, mais j'avais trouvé ça fort intéressant et de le partager. Oui, on emploie les feuilles fraîches ou séchées. Les deux. Les deux. Mais le mieux, ça sera les fraîches. Hein. D'accord. Et si on n'a pas de laurier chez soi, Oui, oui. on peut éventuellement les faire sécher. Ne pas confondre avec le laurier cerise, qui est toxique. Hein. Donc faites pas n'importe quoi. Hein. Donc c'est bien le laurier qu'on utilise en cuisine et pas les autres lauriers. Comment tu reconnais le toxique de cuisine? Ah bah c'est tout à fait une autre feuille déjà. Hein. Et l'odeur est différente aussi. Et surtout pas le laurier rose. Hein, Ouais, parce que ça, c'est lui, notre est mortel. Hein. Donc c'est celui qui fleurit, qu'on voit partout dans le sud là, qu'on n'a pas ici aussi. Hein. Mais il faut le rentrer l'hiver quand il fait trop froid. Mais pas confondre. Hein. Si vous ne savez pas, ben, essayez de vous renseigner chez quelqu'un qui s'y connaît. Hein. Mais déjà l'odeur, on le sent. Une fois qu'on a vu ce que c'est, on ne va pas se tromper. Bon, pour vraiment quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, renseignez-vous avant.